Et j'en peux plus de ces bouquins de merde. Bon, aujourd'hui, petit FDP, c'est bientôt Noël, donc c'est le bon timing pour te montrer tout ce que j'ai kiffé ces derniers temps, pour te pousser à la consommation. Je suis influenceuse, hein, n'oublions pas. Et aussi ces trucs que j'ai pas aimé, d'accord? Peut-être que ça te donnera des idées de cadeaux de Noël. Donc prends-toi un petit café, un thé au jasmin, un thé au purin, ou encore un au lit. Il était une fois, un soir, alors que je trempais mes biscuits dans du thé tiède de désespoir, un bruit sourd secoua mon appartement. La cheminée explose comme si Michael Bay avait réalisé le réveillon. Et là, surgit le Père Noël, essoufflé, rouge, en sueur, comme s'il avait fait un sprint avec ses rênes en 5G. Je le fixe, choqué, et il sort de sa hotte, un shaker au lit qui brillait comme un sapin de Noël enguirlandé. Il m'explique... Un pot au lit remplace 50 canettes. Plus d'emballage dans les nuages, les rennes respirent mieux, et moi aussi. Pas de sucre, pas de taurine, juste des arômes naturels, des antioxydants, des vitamines. Et la New Cave dans la gamme énergie, oh là là, j'ai pu livrer toute la France sans crash café. M'a-t-il dit avec la sagesse d'un vieux lutin syndiqué. Il me tend alors une petite boîte magique, un pack découverte rempli de saveurs de son atelier. Moi, depuis ce jour, j'utilise la gamme hydration. Chaque gorgée me donne l'impression de chevaucher un renne Turbo V12. Avant de repartir, le Père Noël m'a chuchoté. Et n'oublie pas, avec le code Julie5, les humains obtiennent 5 € de réduction sur leur première commande. Le starter set de luxe à 44,99 € avec shaker sous le sapin, ou bien 10% de réduction sur toutes tes prochaines commandes avec le code Julie10. C'est mon cadeau. Et pouf, il a disparu. Je vais commencer par les sapes avec cette paire d'Adidas. Oui, j'aime beaucoup le bleu. Ensuite, cette robe de chez Ganni qui est dans le fond de mon placard et que j'ai vraiment la flemme d'aller chercher. Je l'ai achetée très récemment et je sais que c'est pas la saison. J'ai vu cette robe en magasin et j'ai flashé dessus. J'y ai pensé très longtemps à cette robe, d'accord? J'ai développé des sentiments pour cette robe. Sauf que je n'avais pas les moyens de l'acheter. Jusqu'à ce fameux jour où je l'ai trouvée sur Vinted en parfait état à 32 € au lieu de 265 €. Combien? Ah, j'ai fait une affaire de salopard. Et encore, je pense que j'aurais pu négocier plus. J'ai pas été assez gourmande. On va parler lecture. Cette année, j'ai vraiment beaucoup lu. J'ai relu le shoujo Nana d'Ai Azawa, 15 ans après l'avoir lu pour la première fois. Et j'ai des trucs à dire. Nana, ça ressemble plus à une thèse avec une bande-son rock'n'roll et eyeliner qu'à un manga. C'est hyper intéressant en fait, parce que Ai Azawa, c'est une sociologue malgré elle. Elle a pris 2 cobayes nommés pareils, elle les a enfermés dans un 30 mètres carrés tokyoïte, là où l'amour et le désespoir partagent la caution. D'un côté, on a Nana Ozaki, la punk existentialiste qui vit son trauma de l'abandon comme un solo de guitare et qui tente de combler un vide affectif laissé par des parents absents et un ex-bassiste toxique par de la nicotine. Si Nana elle avait une bannière sur Twitter, ce serait « Fume la vie avant qu'elle ne te fume ». Et de l'autre, on a Nana Komatsu, dite Hachi. Bon alors elle, c'est le cas du syndrome de l'attachement. Elle cherche l'amour avec la même intensité qu'un Romba cherche une prise. Leur relation à toutes les deux, en fait, leur amitié, c'est un mélange de sororité, de dépendance affective. En fait, la frontière entre ami, coloc et thérapeute non diplômé devient floue, comme un selfie après 3 verres de saké. Tous les personnages sont gris et profondément humains, et c'est ça qui fait vraiment la force de Nana. Ren, c'est la définition humaine d'un morceau de Radiohead. Nobu, c'est le nice guy. Yazu, c'est le frérot qui te fait aimer la calvitie. Shin, ouais, Shin, quoi. Et puis il y a Takumi, cet énorme bitch. C'est le genre de mec qui pense qu'un je t'aime se compense par un virement bancaire. Nana, c'est vraiment le musée des comportements à fuir. Chaque personnage, c'est une leçon vivante de red flag. Tous, mais quand je dis tous, ont la maturité émotionnelle d'un grippin. Après, ils ont tous la début vingtaine, c'est normal, on est un peu tous passés par là. Ai Azawa, elle montre à quel point les relations humaines sont compliquées. Tout son taf est millimétré, hein, vraiment du découpage des planches, à l'écriture, au style des personnages. Bref, Nana, c'est plus qu'un manga, c'est une thérapie de groupe dessinée, où vraiment chaque case hurle, ça va pas du tout, mais c'est esthétique. C'est aussi un miroir où tu réalises que t'as été Hachi, alors que t'as toujours voulu être Nana Ozaki. C'est aussi la preuve que l'amitié féminine, c'est le seul système économique stable de cette histoire. Oui, parce que moi je pense pas qu'elles soient amoureuses l'une de l'autre. Bref, si c'est pas déjà fait, lis Nana, parce que c'est génial, bien évidemment. Ça m'a fait du bien de le relire parce que la première fois que je l'ai lu, j'étais au lycée et j'ai plus du tout la même grille de lecture qu'à l'époque. J'avais complètement zappé les VSS, les red flags et tout. La catégorie série, je vais commencer par le docu Arte High School Radical. Grosso merdo, c'est un vlogumentaire en 4 épisodes, vraiment... Va voir. C'est un vidéaste français qui 10 ans auparavant avait fait un échange en Oklahoma, il y a 10 ans de ça, donc avant la première élection de Trump. Et là, il y retourne du coup, il essaie de reprendre contact avec les anciens élèves et tout. Et c'est là que tu vois la fracture, la radicalité, la précarité, etc. Bref, c'est hyper intéressant. La deuxième série dont je vais parler, elle a à peine commencé et je sais déjà que c'est la série de l'année. Pluribus. Ah, le pain. Série de l'année, vraiment. Vince Gilligan, je t'aime. Ça faisait très longtemps que je n'attendais pas autant
les épisodes avec impatience. J'attends tous les vendredis là. Pour te pitcher le truc, c'est juste Carole, la meuf la plus malheureuse du monde, qui doit sauver le monde du bonheur. Mais c'est super bien fait, c'est trop intelligent, bref, c'est trop bien. Après, vas-y, je suis une énorme suceuse de Vince Gilligan aussi, donc bon. La dernière série dont je vais parler, et là on va retourner dans le passé, dans les années 2000, Sex and the City. Comment se fait-il que personne ne m'ait jamais conseillé le sexe dans la ville? Sex and the City, c'est une anthropologie de la solitude féminine en talons aiguilles. Voilà, je pense qu'on peut pas mieux le décrire. La recette, elle est très simple. 4 femmes, un cosmos urbain et suffisamment de cosmopolitains pour hydrater tout Manhattan. Derrière les blagues sur les pafs et les robes hors budget, pour moi c'est plus une étude sur la survie affective en milieu capitaliste patriarcal, bon, sponsorisé par Dior et les traumatismes intergénérationnels. Carrie Bradshaw, c'est la meuf qui écrit des articles sur les relations amoureuses alors que sa vie amoureuse... Elle analyse les relations amoureuses comme une chercheuse du CNRS sous influence de cosmopolitains. Rigoureuse, hein, mais bourrée. Vraiment, Carrie, c'est vraiment le PowerPoint du chaos amoureux. Une jolie mise en page, zéro contenu rationnel. Elle tombe amoureuse d'un mec qui s'appelle Big, dont on apprendra le nom qu'au tout dernier épisode. Le mec la ghost, la déghost, la reghost, et elle trouve ça romantique, cette conne. Oui, parce que, pardon, mais Carrie... elle est insupportable. Ensuite, on a Charlotte. Elle croit encore au mariage comme on croit au Père Noël. Elle croit encore à l'amour véritable, au mariage et aux hommes qui se lavent les mains après être allés aux toilettes. Miranda, la plus terre-à-terre des 4, elle gère sa carrière comme une lutte des classes, sauf que les classes, c'est les hommes incompétents. Samantha, ma préférée bien sûr. Plus tard, quand je serai plus grande, je veux être elle. Cette meuf, c'est la révolution sexuelle en talons aigus de 12 cm. Elle traite le sexe comme une activité olympique et elle fait bien plus pour l'émancipation que tous les hommes politiques réunis. Elle a un body count, elle est tellement libérée qu'elle devrait avoir une subvention européenne pour ça. Elle traite les hommes comme des fruits au marché, elle tâte, elle juge et elle repose. Je trouve vraiment que c'est le perso, enfin du moins l'actrice qui vole la vedette aux autres. Elle dégage tellement de charme, d'assurance, de lumière. Pour ce qui est des hommes dans Sex and the City, c'est le bestiaire du malaise. Big, c'est le Takumi de l'Upper East Side. Riche, froid, émotionnellement sous-développé, sans le côté agresseur quand même. Après, on a Aidan, le menuisier parfait, mais qui a la sensualité d'un meuble Ikea. Ça a l'air peut-être peu ragoûtant dit comme ça, et pourtant, Sex and the City, c'est génial. Parce qu'au milieu de tous ces gravats, de tout ce désastre amoureux, bah il y a 4 femmes qui continuent de boire, de rire et d'acheter des chaussures plus chères que leur loyer. En résumé, Sex and the City, c'est un manifeste existentialiste rédigé en Manolo Blahnik. Et de la psychologie de comptoir avec un cosmopolitain. Mais qu'on me serve un autre verre, mais avec modération. J'avoue, je regrette de pas avoir connu cette série avant, mais en même temps, je trouve que c'est la série parfaite pour les trentenaires. Et si tu n'as pas encore 30 ans, franchement... regarde Sex and the City. Je trouve que c'est une série qui fait beaucoup de bien. Bon, après, ça a bientôt 30 ans. Il y a des moments où tu grinces un peu des dents. C'est hyper avant-gardiste pour l'époque. Et il faut sachez que c'est inspiré d'une vraie chronique du New York Observer. Je vais parler de ma catégorie préférée, la bouffe. J'en ai déjà parlé il y a quelques années de ça. Et peut-être que certains s'en souviendront. Le chaussé aux moines dans les burgers. Franchement, le cheddar, je trouve qu'on en fait tout un fromage avec. C'est bon, mais il y a mieux. Plutôt que de commander des burgers sur Uber Eats, je préfère les faire moi-même. Beaucoup moins cher, mais bon, faut avoir la déterre. Des bons steaks hachés chez le boucher que tu peux smasher toi-même. Des bons buns que tu peux faire toi-même aussi. Mais alors le chaussé aux moines dans les burgers, je vous jure les gars, essayez. Hein. S'il vous plaît, dans les commentaires, est-ce que quelqu'un peut me donner un équivalent non industriel au chaussé aux moines? Vraiment, s'il vous plaît. Dans la catégorie random, parce que je sais pas trop comment classer ça, la trend pipi sur TikTok. Maman, j'ai fait pipi au lit. Quelle indénité, j'ai fait pipi au lit. Et en plus, la cuvette, elle est trop haute. J'arrive pas à aller aux toilettes. Maman, s'il te plaît, viens m'aider. J'en peux plus, ça me fait pipi de rire, mais vraiment. Meilleure trend depuis très très longtemps. J'ai mis très bien Pikachu aussi, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire, à condition qu'on atteigne le million sur cette vidéo. La page de BD La Petite Mort, que Davy m'a offerte. Il y a une cocotte le creuset. Faut que je l'encadre, mais la fierté. Si un jour tu m'avais dit qu'une vanne apparaîtrait dans une vraie bande dessinée, le jeu duel. Alors je vais vraiment pas expliquer les règles du jeu parce que je suis très nulle pour ça. Surtout celui-là parce que c'est un peu compliqué. Et que là il est 23h20 et que je suis fatiguée. Donc c'est le duel Lord of the Cock Ring. Faut que j'arrête cette blague de merde. Mais je suis devenue accro à ça, voilà. Je suis devenue complètement accro à ce putain de jeu. La salière, bleu azur.
Je suis fatiguée. Elle a le beauty privilège. Qui peut s'asseoir à la table de la salière et lui dire « Je suis plus beautiful que toi ?» Personne. Par contre, le truc que je ne savais pas, c'est qu'il ne faut pas mettre n'importe quel sel dedans, parce que moi j'ai mis du sel de Guérande. Sauf que le sel de Guérande, c'est très... c'est humide. Du coup, ça ne fonctionne pas. Bizarre le geste. J'ai des tops, mais j'ai aussi d'énormes déceptions. Après le tome 1 de La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, nous avons le tome 2.5, La femme de ménage se marie. Tu sens que ça va être le genre de mariage où t'as envie de foutre le feu au buffet. Et effectivement, c'est un cauchemar narratif en 3 actes. 120 pages. 120 pages où Millie passe les 3/4 du temps à se préparer pour son mariage. Même Tolkien n'a pas osé. On dirait une fanfiction de 50 Shades of Grey, qui est une fanfiction de Twilight, qui est une fanfiction d'Harry Potter, je le rappelle. Millie, la protagoniste, est censée être forte, rusée, pleine de mystère. C'est terrible parce que j'ai envie de crier, mais je peux pas crier parce qu'il est très tard. Parce que Millie, c'est une passoire émotionnelle avec un QI en RTT. Au début, t'apprends que quelqu'un va se faire buter. Ambiance champagne, mariage, meurtre. Un samedi normal chez Frida McFadden, hein. Oui, parce que, en effet, Millie décide d'épouser Enzo, oui, le jardinier du premier tome, qui la stalk dans le tome 2. C'est peut-être moi, je suis folle en fait, hein. Ça rentre dans le spectre du romantisme selon Frida McFadden. Mais en tout cas, voilà, Millie reçoit des appels flippants. Un mec menace de la tuer le jour J. Et elle se dit quoi? Bon, je devrais peut-être prévenir quelqu'un, mais j'ai déjà payé le traiteur. Grosse conne! En gros, sa priorité, c'est mourir avec des petits fours. Putain, je suis fatiguée. Et à la fin, on découvre que le mec qui l'a menacé, c'était juste l'ex d'une femme que Millie a sauvée. Enzo qui, plutôt que de le traîner par le cul chez les flics, bah il préfère lui régler son compte parce que c'est un mec violent et que Frida McFadden l'applaudit. Et le gros plot twist digne d'un épisode de Scooby-Doo, c'est que le narrateur du début, bah c'était le mec taré. À ce stade, le suspense, c'est plus qu'est-ce qui va se passer, c'est pourquoi je continue à lire ça. T'as envie de secouer le bouquin et de dire « Mais Millie, arrête d'être conne !» C'est plus Suzanne la conne, c'est Millie la conne. C'est le genre de roman qui croit qu'il te manipule, mais toi t'es juste là à boire ton café et à murmurer « Frida ma belle, t'as fumé avant d'écrire ça ?» À la fin, t'as plus envie de te marier, plus envie de faire le ménage et plus envie de lire. Enfin voilà, ce putain de livre, c'est le mariage raté entre 50 Shades of Grey et un parpaing. Et j'aime bien la théorie comme quoi ce serait écrit par une IA. C'est une théorie qui me plaît, parce qu'il faut savoir que l'autrice a un rythme de publication effréné. Elle sort autant de livres que nous, on a eu de premiers ministres. Autant le premier tome, ça pouvait passer. Le deuxième... Et là, non, là, c'est pas possible. En fait, ce qui m'énerve beaucoup avec ces bouquins, c'est que c'est dérangeant. Il y a des dynamiques de relations très malsaines et elle ne le dénonce pas. On ne m'enlèvera pas l'idée de la tête que les livres de Frida McFadden, c'est de l'anti-intellectualisme et que ça pousse au fascisme. Putain, ça m'a fatiguée.